Qu'est-ce que tu fais? Je passe une commande là. Ah ouais. Et donc là, tu mets directement dans le panier sans les cocher. Bah oui, pourquoi? Ok, ok. Oh, bah. Enfin, après, ça, Thomas, il aurait pas fait la commande comme ça. Tu fais quoi? Je refais le rayon. Il y en a besoin. Ah ouais. Mais Exploding Kitten, tu le mets sur la droite comme ça? Bah ouais. Ah ouais. Bah, Thomas, il aurait pas rangé comme ça. Et donc dans Murano, à la fin de la partie, vous allez chacun compter vos lyres et celui qui en a le plus remporte la partie. C'est tout. Ah ouais, c'est bien ça. Je vous en prends un. Merci Et beaucoup. je vous en prie, vous pouvez passer en caisse avec mon collègue. T'étais en train d'expliquer Murano? Ouais. Ah ouais. Thomas, il aurait pas expliqué comme ça. Non mais c'est bon là, je sais pas ce que Thomas aurait fait, là je fais rien. Donc là c'est bon, y a pas besoin de quoi, je fais rien. Donc je sais pas comment aurait fait Thomas, si Thomas fait comme ci ou comme ça, moi là je fais rien. Donc Ouais, bah Thomas, il serait pas énervé comme ça, hein. Hey YouTube, ça faisait longtemps. Salut Alex. Salut. Il fait toujours aussi froid, n'est-ce pas? tout à fait. Alors, petit teasing, regardez avec attention la partie d'explication de Dice Throne par Antoine parce qu'il vous réserve une petite surprise. Et on commence direct dans le vif du sujet avec une nouveauté qui est Au creux de ta main, l'extension La vie de Mei. Au creux de ta main, c'était ce jeu-là qui ressemble à un Dixit un peu, où cette fois on va faire deviner des cartes avec des objets, voilà, des objets à différentes matières, etc. dans la main de quelqu'un et qui ne regarde pas, donc il a vraiment que la sensation dans sa main, au creux de ta main. Ouh, on demande pourquoi. Et bien maintenant, on a la boîte de La vie de Mei, donc là c'est des moments de vie du grand-père, et là on aura des moments de vie de la grand-mère, voilà. Et on aura surtout deux nouveaux objets. Donc des nouvelles cartes et un pompon très très doux avec un anneau en fer et une petite pince en fer aussi, et avec cette pince en plastique. Voilà, donc deux nouveaux objets et des nouvelles cartes. Ensuite, on enchaîne avec une nouveauté d'un jeu complet, on va dire, qui est Momiji, qui est de 30 minutes environ, une partie à partir de 8 ans, et c'est de 1 à 4 joueurs. Voilà, alors Momiji, c'est un jeu de collection de cartes où vous allez récupérer des jolies feuilles d'arbres. Le but c'est de faire le plus de points de victoire possible, qu'on va pouvoir faire de différentes manières que je vous expliquerai plus tard. Okay. À votre tour, vous avez le choix entre plusieurs actions, vous pouvez en faire qu'une. Donc normalement ici il n'y a rien, mais je vous ai fait une petite prépa pour que ensuite vous compreniez. Hop, à votre tour du coup, eh bien vous avez le choix entre, du coup je vous dis 3 actions. Soit récupérer une des cartes, un des tas qu'on aura mis en place dès le début. Voilà, en début de partie, on fait cette mise en place, on sort 4 cartes au hasard. Dès que c'est de la même couleur, on en fait un tas. Ok. Donc à mon tour, je peux décider de récupérer une des couleurs et de les prendre dans la main. Quand je récupère où il y a un tas, je le prends tout, j'ai pas le choix. Je prends le tas entier. D'accord. Hop. Je ne peux pas avoir plus de 8 cartes en main, il me semble. C'est ça, Alex? Il me semble que c'est ça, oui. Ouais, ma mémoire des chiffres est toujours mais c'est ça, c'est 8 cartes en main. Soit, donc si je ne prends pas de carte, je peux en jouer devant moi, et c'est là où ça va être intéressant, c'est que les tas, vous devrez forcément les commencer par un 0. Ça va, les cartes vont de 0 à 3 maximum, et il y a plus de 0 que de 1, que de 2, et 3, par exemple, il n'y en a que 2, des cartes 3, voilà. Donc forcément, vous devrez commencer les piles par 0, et vous voyez, j'ai fait des piles bien distinctes, vous n'allez pas pouvoir mélanger les couleurs de feuilles. D'accord. Voilà, et un seul paquet par couleur aussi, vous ne pourrez pas avoir 2 paquets de rouge. On m'a déjà posé la question, je précise. Donc, quand je pose, je peux faire de 2 manières possibles la pose de cartes. Je peux soit poser de ma main des cartes différentes, il faut que j'en pose minimum 2 différentes, mais je peux en poser plusieurs différentes, donc sur des tas, soit que j'en crée, soit que je complète. Hop, si je fais ça,
j'ai le droit de faire des récoltes. Alors, mon exemple est magnifique, parce qu'il n'y en a pas. Alors, on va tricher et on va dire, voilà, imaginons, j'avais posé ces 2 cartes. Je vais faire une récolte de glands. Les glands vont vachement m'aider. Déjà, ils font des petits points de victoire à la fin. Un gland, un point de victoire. Voilà. Ouais. Ici, vous voyez, j'ai posé ces 2 cartes. Eh bien, je fais une récolte de glands qui se touchent. D'accord. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai posé ma carte, j'avais pas de glands qui se touchaient. Donc j'avais, voilà, j'avais 0. Donc là, je fais une récolte de glands que je vais gagner ici. Hop, les petits jetons. T'en gagnes 2 du coup. Oui, là, j'en gagne 2. Parfait. Donc, je vous ai expliqué, une action c'est récupérer des cartes, une autre action c'est poser des cartes. L'autre manière de poser des cartes, je vous ai dit qu'il y en avait 2, c'était de poser des cartes d'une même couleur. Okay. Vous pouvez en poser 1 ou 2 max, du coup sur le même paquet forcément. Hop, voilà, je dis je joue ces 2 d'un coup. Ok, voilà. très bien. Là par contre je ne fais pas de récolte quand je joue la même couleur. Ok, d'accord. Voilà. Vous voyez, on ne voit pas les cartes en dessous, c'est un petit... Un principe de mémoire. Ouais, un principe de mémoire, parce que vous vous souvenez plus combien de cartes vous aviez mis en dessous. Et vous voyez, vous devez forcément le faire croissant. Mais vous pouvez mettre plusieurs exemplaires du même chiffre avant de passer au prochain. D'accord. Vous ne pourrez jamais, là je pourrai jamais, après ce 1, repartir à 0. Soit je continuerai à poser des 1, soit je passerai au 2. Si à un moment, j'arrive à mettre un 3, voilà, c'est un 3. Et bien dès qu'on met un 3, la pile est finie. On pose un petit jeton dessus. Pour dire que cette pile est finie, c'est le maximum qu'on puisse faire. Voilà, cette pile, je peux plus y toucher. Ok. La dernière action, c'est voilà, la dernière action, du coup. Donc, je récapitule. Récupérer des cartes dans sa main, jouer des cartes devant soi, ou activer un pouvoir ici de paysage. On commencera tous avec 3 paysages les mêmes. Il y en a beaucoup plus que ABC. Ça, c'est la mise en place de base et chaque paysage aura un petit pouvoir différent. Par exemple, ici, c'était de réagencer des colonnes les unes avec les autres, ce qui vous permettrait d'arranger vos récoltes. Bien sûr. Moi, qui l'ai très mal fait, par exemple. En petite action spéciale aussi, vous pouvez défausser 2 cartes pour gagner un gland. Ou aussi défausser un gland pour pouvoir rajouter 4 cartes avant de faire votre action pioche. Parce que le marché actuel ne vous intéresse pas du tout. Point du tout. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que quand vous récupérez des cartes, il n'y en a pas des nouvelles qui se révèlent. Donc vous avez de moins en moins de choix. Oui, d'accord. Bon, une fois que le marché est vide, il se refait tout seul quand même, on en révèle 4, etc. etc. D'accord. Une autre action possible, c'est de réclamer un de ces objectifs. Donc là vont venir les principaux points de victoire, on va dire, c'est des objectifs. Ils sont pour l'instant à tout le monde, et pour les réclamer, il va falloir payer 2 petits glands. Vous les payez et vous avez le droit de réclamer un des objectifs affichés ici. Il y en a toujours des différents et on ne va pas jouer avec tous. C'était 2 glands ou 3, je sais plus. Peut-être 3. Ouais, je sais plus. Mais je crois que c'est... Il faut payer des glands. C'est ça. Ne m'en voulez pas pour la mémoire. C'est cher quand même, hein. Je crois que c'est 3. Bon bah c'est 3 alors. 3 glands. Hop. Je crois que c'est nous en fait, les glands. C'est clair. Donc là on a des objectifs quand je le réclame, celui-là, voilà. Et bien celui-là, si à la fin de la partie je suis la personne qui a le plus de glands, et bien je gagnerai 10 points. Mais voici le grand twist des objectifs, c'est que si quelqu'un d'autre aussi, par exemple si c'était pas moi qui avait le plus de glands à la fin de la partie, que c'était toi, parce que t'es le plus grand gland, eh bien cette personne ne gagnera pas 10 points, parce que c'était pas elle la propriétaire de cet objectif, elle ne gagnera que 3 points. Donc des fois prendre un objectif, même si on le réalise pas à la fin, ça évite à d'autres personnes de gagner 10 points parce qu'il l'a réalisé. C'est cool. Donc ça c'est sympa. Voilà, ça c'est à peu près tout. Il y a des petits tips, par exemple, quand vous finissez la partie, c'est soit quand ça c'est vide, soit quand ça c'est vide. Vous voyez cette pile de Tori, elle ne servira jamais à remplir les objectifs, elle ne sert qu'à valider des colonnes. Voilà Momiji. Très agréable, une très bonne surprise. On a testé à 2 avec Alex et nos collègues l'ont testé à 3 et on a eu que des bons retours. Nous on s'est vraiment éclaté. Donc voilà. Momiji, on enchaîne? Ben oui. Hello, coucou YouTube. Le jeu suivant, c'est Pentacle ou Pentacle. Je sais pas, moi j'aime bien Pentacle comme nom. Pentacle. Hop là, regardez-moi cette magnifique couverture digne des plus grands albums de metal. Et hop, je vous montre un petit peu le dos. Donc c'est un jeu de 3 à 5 joueurs par Johan Calais, Yann Grisonnet et David Paput, illustré par Fortifem. Fortifem, c'est une personne qui fait justement des pochettes de métal. Donc bah voilà, tout s'explique. Donc dans Pentacle, on va jouer des personnes plutôt immorales, puisqu'en fait on va aller sacrifier des petits adeptes comme ceci pour aller poser les flammes de nos plateaux sur le fameux pentacle.
centrale, il faut arriver à poser 5 flammes et vous gagnez la partie. Tout simplement. Donc en fait c'est pas le genre de jeu où on va compter les points, c'est simplement une course tout simplement. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien c'est très simple. Quand c'est mon tour, déjà je vais pouvoir regarder les 3 actions du dessus de mon plateau. J'ai ici ces petits cubes, je vais pouvoir les transformer en adeptes. Donc les adeptes ce sont les petits bonhommes capuchonnés comme ceci. Mais évidemment, il va y avoir un coût, et ce coût va réduire au fur et à mesure que je vais avancer dans le jeu. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on va regarder si j'ai des petits jetons de puissance comme ceci. Ces jetons de puissance, je peux en avoir jusqu'à 4, ils me donnent des petits bonus en jeu. Et si j'en ai au moins 3, je peux en défausser 3, enfin je dois même en défausser 3 absolument, et je vais aller justement poser une flamme. Et pour terminer, on va regarder ici mes adeptes. Bah, si j'en ai au moins 3, vous voyez, hop là, ils sont en rouge, je vais justement les sacrifier, moi, et je vais aller poser une flamme, donc je m'approche de la victoire. Attention, quand je pose une flamme, je vais devoir récupérer une malédiction. On a un paquet de cartes malédiction qu'on a oublié de mettre. Ah non, c'est bon, il est là, voilà, magnifique. J'étais perturbé parce que c'était la face. Hop là, ça ressemble à ceci, des malédictions. Vous vous en doutez, il y en a plein et vont venir vous embêter. Donc bah, plus vous avancez et plus le jeu va vous faire patauger dans la semoule. Hop, il n'y a pas que ça qui va vous embêter, il y a les autres joueurs, puisque le cœur du jeu, c'est pas tant ce côté-là, mais plutôt les actions que vous allez pouvoir voir ici. Puisqu'une fois que vous avez donc géré votre plateau, vous allez pouvoir choisir une action. On a une petite perle comme ceci que vous allez déplacer vers une action strictement différente. Donc par exemple, bah, j'ai envie de faire l'action de recrutement pour aller récupérer un adepte. Clac. Les autres joueurs vont pouvoir dépenser les cartes correspondantes pour me bloquer. Donc là, admettons, bah, il y a un autre joueur qui a les bonnes cartes. Parce qu'on a des cartes en main, tout simplement, il y a une action qui va vous permettre de jouer des cartes, d'aller récupérer des cartes, et vous en récupérez toujours en fin de partie, en fin de tour. La personne joue les cartes, clac, et va me récupérer l'action. Ah oui, pas très sympa. Donc déjà, je ne recrute pas, mais en plus, la personne qui a joué les cartes va recruter à ma place. Et va se gosser de moi. Donc, on gère son petit plateau, on va essayer de faire les actions qui nous intéressent du mieux possible, en espérant de ne pas se faire coincer par les autres joueurs, tout simplement. On va aller donc aussi récupérer ces petits éléments qui vous donnent des bonus, donc ça peut être des bonus de pioche supplémentaires, ça peut être d'aller regarder ce qui se passe dans la main des autres joueurs, ça peut être... protection de malédiction. Ça peut être se protéger de malédiction, ce qui peut être pas mal. Vous virez une malédiction, tant que vous avez ce jeton de puissance, évidemment, je l'ai dit, ces jetons de puissance, quand vous en avez au moins 3, vous les défaussez, donc vous n'êtes pas non plus sauvé ad vitam aeternam de ces malédictions. C'est très original, on y a joué la semaine dernière, on vous l'avait monté en avant-première, et on a trouvé ça très original parce que ça ressemble à rien connu, en tout cas moi, j'ai pas réussi à faire rapprochement avec un autre jeu, ce qu'on a tendance à faire d'habitude. Donc si vous cherchez un petit jeu stratégique, quand même hyper accessible, hein, parce qu'il n'y a pas 10 000 trucs à faire dans le jeu, avec un petit côté ambiance, parce que bah, il y a du tiens, prends ça, je te vole tes attaques, et ben Pentacle, je pense que ça peut être pour vous. On enchaîne avec quelque chose de beaucoup plus mignon. Non, je parlais pas de toi. Ah, c'est pas moi. Bonjour, bonsoir, bon joueur, bonne joueuse. Bienvenue dans mon jardin. Alors, c'est pas le mien, hein. C'est le jardin de James and Clarissa A. Wilson. Et c'est Flourish. C'est un jeu à partir de 8 ans. C'est pour 1 à 7 joueurs parce qu'il y a un mode coopératif, solo et compétitif du coup. Pour des parties d'environ 45 minutes parce que c'est un jeu qui va se jouer en simultané avec du draft, donc un petit côté Seven Wonders. Je l'avais déjà expliqué dans la vidéo des 3000 abonnés. C'était il y a longtemps. Oui, c'était il y a très longtemps. Donc une petite impression de déjà vu pour certains, mais je vais leur expliquer ici, c'est pas très compliqué. C'est un jeu qui peut durer effectivement moins de 45 minutes, tout dépend du nombre de joueurs, mais c'est un jeu qui est en simultané. En fait, dans Flourish, ce qui va se passer, c'est que à chaque tour, vous aurez des cartes en main. En gros, je crois que c'est 6 ou 7. Et vous allez avoir une carte à jouer face cachée devant vous. Ce sont des cartes qui vont constituer votre jardin. Vous la mettez face cachée devant vous. Vous posez une carte de l'autre côté de la muraille de votre adversaire de gauche. Et une carte à droite de l'autre côté de la muraille. En fait, ces murailles sont vraiment cool parce qu'elles permettent de déterminer, de faire les séparations entre les cartes que vous donnez à votre adversaire de gauche et de droite. Donc ça, c'est cool. Et chaque joueur fait ça simultanément. Donc forcément, je vais recevoir une carte de mon joueur de gauche et une carte de mon joueur de droite. Une fois que j'ai fait ça, je révèle ma carte que j'ai jouée, donc mettons si c'est celle-ci, bah c'est la première que j'ai jouée, je la révèle, et je récupère les 2 autres cartes données par mes adversaires de gauche et de droite. De nouveau, je joue une deuxième carte, je redonne des cartes aux joueurs de gauche et de droite, etc. Jusqu'à jouer 3 cartes. J'aurai joué 3 cartes, à partir de ce moment-là, on fait un premier décompte. Ensuite, quand j'aurai joué jusqu'à ma 6e carte, on fera un deuxième décompte. Ensuite, ma 9e carte, 3e décompte, et enfin la 12e et dernière carte, en tout on aura un jardin de 12 cartes, une grille de 12 cartes. On va compter
une dernière fois les points et celui qui en aura le plus l'emporte. Alors vous allez me dire, mais oui d'accord, mais comment on compte les points? Alors je vais pas rentrer dans le détail pour le décompte des points parce qu'en fait c'est que lié à des icônes. Vous avez des cartes qui vous apportent des icônes et en fonction des cartes que vous agencez dans votre jardin, en fonction de ce qu'elles apportent en termes d'icônes, que ce soit des monuments, des fontaines, des arbres, des chemins, etc., des fleurs, ça vous fait différents points en fait. Donc c'est vraiment un jeu d'agencement pour ceux qui aiment bien le côté Azul pour le côté d'agencement justement de tuiles, là vous l'agencez dans votre jardin. Pour ceux qui ont joué notamment à Jardin Anglais, c'est un peu dans ce style là mais avec un peu plus moins de casse-tête et plus de calcul par rapport aux icônes en termes de points de victoire. Et ceux qui aiment beaucoup Seven Wonders par rapport à sa fluidité de jeu, bah là vous avez de nouveau un jeu tactique pour 1 à 7 joueurs, compétitif et coopératif. Et solo. Et solo aussi évidemment, que si vous n'avez pas d'amis. Je précise quand même que c'est des illustrateurs, ils sont beaucoup, hein, il y a beaucoup d'illustrations ici. Vous avez April Borchelt, Naomi Robinson, Christina Key et Dan May. Voilà pour les illustrateurs, c'est du très très beau travail. Voilà, c'est Antoine qui reprend la main. Recoucou, le jeu suivant c'est Camel Up Off Season. Alors c'est pas Camel Up, le jeu de course avec les chameaux, non, mais c'est dans le même univers si on peut dire, puisqu'en fait on va retrouver les fameux chameaux. Que font-ils en dehors des courses? Eh bien on les fait bosser dans des caravanes. C'est comme ça, pas de repos pour les chameaux. Un jeu de Anna Oppolzer et Stéphane Klob pour 3 à 5 personnes. Là aussi, un peu à l'image de Pentacle, mais dans un univers très très différent. On est entre un jeu de stratégie, un jeu d'ambiance, hyper accessible. C'est même encore plus accessible, je pense, Camel Up, très très familial. Il peut très bien s'envisager comme jeu d'apéro si on le veut. Alors, il va y avoir un petit peu d'enchères, il va y avoir un petit peu de gestion de ressources, puis vendre des ressources, un peu à la Jaipur. Enfin, en tout cas, moi ça m'a fait un peu penser à Jaipur, vous allez voir que c'est quand même assez différent sous plein d'aspects. Comment ça fonctionne? On a notre petite tente comme ceci, où derrière on va cacher le nombre de pièces que l'on possède. Les pièces, ce sont les points de victoire. Ok, on a ici un marché. Ce marché, il va être composé de plusieurs tentes. En fait, il y a autant de tentes que de joueurs, plus 1. Donc normalement, il y en a au moins 4, mais on n'avait pas beaucoup de place. Et on va aller donc tirer des cartes de ressources devant chacun des marchés. Déjà, à chaque tour, il va y avoir une petite phase d'enchère. Donc on va enchérir, hop là, en mettant de la monnaie dans notre point et puis en révélant. La personne qui a par défaut la valeur la plus haute va pouvoir choisir en premier, puis les autres suivront. À part que, et ça se passe par ici, la carte du dessus ici indique comment va se jouer l'enchère, parce qu'il y a des types d'enchères différents. Par exemple, ici, c'est une enchère classique, mais on ne peut pas parier 3, enfin on ne peut pas miser 3, tout simplement, on n'a pas le droit. Ou celle-ci, le joueur qui possède le plus de dates, gagne une pièce supplémentaire. C'est pas une pièce physique, mais en tout cas, on parie à plus 1. Voilà, il y a plein de petits types de paris comme ceci. Par exemple, parier le joueur qui mise le moins, et ainsi de suite. Sachant que quand il y a des égalités, eh bien c'est les paris suivants, en dehors des égalités, qui prennent la main. Voilà. On va donc choisir un marché, le vider complètement, mais avant de le vider complètement, on va déclencher un petit effet. Comme vous l'imaginez, des marchés, il y en a plusieurs, il y en a plein, ils ont chacun leur effet bien spécifique. Par exemple, si je choisis ce marché-là, je vais gagner un petit jeton qui me servira à faire une vente supplémentaire plus tard dans le jeu. Ça me fait bien plaisir. Je vais récupérer les cartes face visible et cachée, si j'arrive à l'attraper. Et en fait, ces ressources-là, je vais aller les répartir sur mes différentes caravanes. Mais je dois les répartir par type de ressources. Donc vous voyez qu'ici, j'ai déjà des dates. Ici, sur cette caravane, je vais commencer à mettre, par exemple, mes petits bibelots comme ça. Et puis ici, je vais commencer à faire les tapis. Le truc, c'est qu'on est obligé de prendre toutes les cartes. Et que vos chameaux, ils vont pouvoir porter un nombre de cartes limité. Je m'explique. Ici, il y a déjà 2 cartes de date. Ce chameau-là, il n'est pas très vaillant. Il peut porter que 3 cartes maximum. Si jamais je devais prendre ce marché-là, hop, et ça venait dépasser, ce chameau il en a marre, il fait tout tomber dans le désert et c'est perdu à jamais. Donc il va falloir faire très attention. Et puis ensuite, une fois que tout le monde est allé servir dans le marché, on a tous droit à une phase de vente. Donc si j'ai un petit jeton supplémentaire, hop là, j'ai droit à 2 phases de vente. Vous choisissez un chameau et vous allez tout vendre dessus. Chaque élément, chaque type de ressource va se vendre de manière différente. Par exemple, les tapis, il va falloir faire des sélections de tapis de couleurs strictement différentes. Les dates, ce sera par triplé de dates, par multiple de 3 sur vos cartes dessinées, ça on compte pas le nombre de cartes. Les bibelots, il faudra que ce soit le même type de bibelot parce qu'il y a plein de types différents, etc. etc. Donc plein de petites finesses qui font que je pense qu'il n'y a pas 2 parties qui vont se ressembler. Je trouve que le petit côté enchère avec des pouvoirs est très plaisant. On n'y a pas joué, le matériel est top. J'ai pas tout mis parce qu'il y a plein de choses. J'ai pas tout mis parce qu'il faut bien mettre de la place pour les boîtes pour les vendre. Mais il y a vraiment beaucoup de choses dans la boîte. Et voilà, pour être honnête, on n'y a pas joué, on l'a vu jouer un petit peu. Moi j'ai lu les règles. Et je pense que ça peut être très très fun. Si, on a fait un tour et demi avec On a fait un tour et demi. Oui, on n'a pas joué entièrement, mais c'était cool. On enchaîne. Et on va passer côté JDR.
Et c'est le point JDR qui commence très très bien parce qu'il y a plein de Knight dedans. Donc moi du coup je suis très content, et pas que moi, puisque avec les copains à la boutique, avec Alice et Alex, eh bien, on joue à Knight, avec d'autres gens bien sûr. Qu'est-ce qu'on a en Knight? On a le livret de la garde qui est arrivé. Le livret de la garde, c'est plein de petites missions ici. Hop là, on n'a pas trop le droit de regarder avec Alex. Voilà, Alex regarde pas, moi non plus, parce qu'on est joueur, on n'est pas MJ, donc en fait on n'a pas le droit de savoir ce qu'il y a dedans. Mais si, on est un petit peu renseigné. Dans le livret de la garde, vous allez trouver les missions de la garde. Les missions de la garde, ce sont ces missions que vos personnages peuvent faire individuellement ou en groupe entre deux missions, soit scriptées par la campagne, soit que votre MJ vous a concocté. Et ce sont des personnages qui vont faire vivre un petit peu l'univers, le background, le lore de Knight, mais aussi un petit peu faire évoluer votre personnage de manière plus chiffrée. Hop, derrière il y a quelque chose qui se cache. Oh. C'est les plans. Les plans de Knight, c'est des plans du monde, il y a plein de choses. On n'a pas le droit de regarder. On n'a pas le droit de regarder. Alors je vous en parle parce que je sais ce qu'il y a dedans, je me suis renseigné, mais on n'a pas le droit de regarder. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté? Non, il n'y a vraiment rien. Ce qui est bien, c'est que pour le coup, ça reste secret. Il y a des plans du monde, si je dis pas de bêtises, sur ces plans du monde, il y a des petits curseurs à aller gérer parce que vous allez pouvoir, vous n'allez pas vouloir, mais ça va arriver qu'il y ait des niveaux de menaces qui augmentent dans le monde et ça aura bien sûr un impact sur vos parties. Où est-ce que j'ai mis le reste? Hop là, par ici. On a reçu les livrets d'armure. Les livrets d'armure en soi, c'est des gros spoils pour nous parce que moi par exemple cette armure, enfin moi et Alice et Alex, on savait pas du tout qu'elle existait. Bah voilà, maintenant on le sait, mais on n'est pas censé le savoir. Et celle-là, hop là, non. On en regarde pas. Vos livrets d'armure, voilà les petits récaps des méta-armures de Knight qui sont donc le cœur du jeu, puisque vos personnages, je le rappelle, sont équipés de ces méta-armures futuristes, sont des chevaliers de la table ronde en 2038 et vont aller tataner du gros monstre. Hein, voilà. En gros. Les livrets de PNJ, c'est des petites fiches pour tous les PNJ du jeu. Regardez-moi comme c'est épais, il y en a plein parce que, notamment si vous souhaitez jouer la campagne, Dieu sait que des PNJ, il y en a, mais plein et tous iconiques avec vraiment leur personnalité, leur passé. Il y en a qui sont plus ou moins importants que d'autres, mais ça il faudra le découvrir. Voilà, tout ça, ça va être très complet. Hop là, on continue par ici. On n'est plus dans le Knight, mais j'ai encore plein de choses. J'ai Jeanne d'Arc pour Trinité. Trinité, je le rappelle, c'est ce jeu de rôle dans lequel vos personnages vont pouvoir revivre leur vie antérieure. Et bien là, vous allez pouvoir être la réincarnation, la réminiscence de Jeanne d'Arc. Plutôt cool, je trouve. Hop. The Witcher, le livret des contes. Le livre des contes, qu'y a-t-il dedans? Il y a 6 aventures que vous pouvez faire soit indépendamment, soit en campagne. Et il y a de nouvelles règles. Voilà, pour aller complexifier le jeu un peu plus. Ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de sortie pour Witcher. Oui. Même récemment, je me rappelle avoir dit à un client, ouais, c'est bizarre, peut-être qu'on en aura cette année, j'en sais rien. Une semaine après, pim! On continue avec l'appel de Cthulhu, la gamme qui revient en force, avec la boîte de base qui revient en force. Donc boîte de base qui est une boîte d'initiation en fait, parce que si vous avez les livres principaux, vous pouvez vous passer de la boîte de base. Ceci dit, elle est quand même bien agréable parce que pour découvrir la gamme, c'est très bien pensé. Dans un premier temps, vous pourrez faire une aventure en solo. Donc en tant que MJ ou meneur de jeu, hop là. Eh bien, vous pourrez découvrir un petit peu ce qu'est le jeu de rôle si vous n'en avez que très peu d'idées. Ou ce que c'est que l'appel de Cthulhu tout simplement. Et puis ensuite il va y avoir 4 aventures je crois, de plus ou moins 1 heure, 1 heure et demie. On est sur du 2 heures, yes. On est plus sur du 2 heures, bref, une boîte très complète. Elle est de retour parce qu'en fait on l'avait pas vue depuis un certain temps. C'est une nouvelle édition, elle est beaucoup plus costaud. Parce que, vous en rappelez peut-être, mais alors la boîte, si vous l'avez connue, ce carton, si vous asseyez dessus, c'était fini, vous pouviez tout mettre à la poubelle. Voilà, là c'est du vrai costaud, là, ça c'est du brut, c'est du bon job. Et donc, dans la gamme, il y a une petite nouveauté, c'est aux portes de l'horreur. 3 soirées cauchemardesques. Et là, ce sont 3 petits scénarios de plus ou moins 1 heure. Donc c'est cool, ces petits one-shots qui vont pas non plus vous manger tout le week-end. De temps en temps, ça fait plaisir. Pareil pour les débutants, c'est top. Si vous avez envie de mettre une petite enquête intermède entre deux gros événements de votre grosse campagne, c'est top aussi. Donc ça saura ravir tous les joueurs de l'appel de Cthulhu. Je crois que j'ai tout dit, hormis que... Hey les copains, il y a le nouveau White Dwarf. Il est là quoi. Et voilà. Très bien. On repasse de l'autre côté. Et c'est pour vous présenter Au Trio, un jeu à partir de 8 ans pour des parties d'environ 10 minutes.
de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu très abstrait. Vous voyez que le thème ici, il n'est pas spécialement au rendez-vous par rapport à Flourish par exemple, mais c'est très efficace. Ça, c'est des jeux abstraits très très bons. Vous avez une petite sensation de puissance 4 pour ceux qui connaissent, ou alors le quarto également. Ici, le but, c'est de faire un alignement avec les différentes pièces qu'on a devant nous. On a une pièce centrale, on a un anneau de taille moyenne et un grand anneau. Et donc ici, pour faire un alignement de 3 pièces, eh ben, il y a 3 alignements possibles. J'entends par alignement un alignement de pièces ici de manière croissante, voire décroissante. C'est-à-dire que votre pièce centrale est ici à une extrémité, ici une pièce centrale du coup, donc le moyen cercle, et juste après s'enchaîne le grand cercle. Donc ça, c'est un alignement qui vous fait faire un autre trio, donc gagner la partie. Ici, vous avez un alignement un alignement central, on va dire, de 3 pièces. C'est-à-dire que vous arrivez à mettre toutes vos pièces sur une même case, vous gagnez directement la partie. Le dernier alignement possible, que ce soit en diagonale ou orthogonalement, c'est de faire tout simplement vos 3 pièces identiques, donc alignées, tout simplement. À chaque tour, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une de vos pièces, parmi les 9 disponibles devant vous, et vous la placez sur un emplacement disponible du plateau. Si vous arrivez à faire un autre trio, donc 3 alignements différents, eh bien vous gagnez la partie. Voilà, il n'y a rien de plus simple, c'est hyper efficace. Ils ont gardé tout ce qu'il fallait dans un bon jeu de société, de la bonne réflexion à partir de 8 ans. Et là, on va enchaîner moins sur du jeu abstrait, mais sur un jeu très très bon. Hello, hello, recoucou! Dice Throne, Dice Throne, Dice Throne. Qu'est-ce que je l'ai attendu celui-là? Pourquoi est-ce que je l'ai attendu? Tout simplement parce que la promesse me parlait à fond. La promesse, laquelle est-elle? Des boîtes avec à chaque fois 2 personnages. Chaque joueur choisit un personnage avec une thématique très forte, ses propres mécaniques de jeu. Et on s'affronte à base de dés, à base de cartes, et on essaye d'emmener les points de vie de l'adversaire à 0, tout simplement. Donc moi, un petit peu joueur de Magic à mes heures perdues, franchement ça m'intéresse bien. Et promesse tenue, je me suis éclaté, on s'est éclaté en tout cas avec Alex. Je vais revenir là-dessus juste après. Je vous présente les boîtes déjà pour commencer. Donc boîte numéro 1, boîte numéro 2. On a la boîte numéro 3 et 4 qui vont arriver respectivement en février et en mars si tout va bien. Dans la boîte numéro 1, on a Barbare versus Elfe lunaire. Et dans la boîte numéro 2, le moine versus le paladin. La boîte numéro 1, indiquée boîte de démarrage, pourquoi? Parce que les personnages sont plus faciles à jouer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus forts ou moins forts, c'est juste qu'ils sont plus faciles à prendre en main. Notamment le barbare, si jamais vous voulez jouer avec des enfants à partir de 8 ans, je pense qu'il sera beaucoup plus accessible. Si vous partez sur directement moine versus paladin, enfant de 8 ans, même un petit peu habitué du jeu de société moderne, ça va pas être évident direct. Donc, comment ça se joue en gros? Ici on a le magnifique paladin, qu'a joué Alex hier, et bien joué le paladin, moi je l'avais joué avant-hier. C'est pas mon truc le paladin, c'est pas mon truc. Comment ça se joue? On va commencer par gagner un petit point de combat. On va commencer par piocher une petite carte à son tour. Hop là, on a donc des cartes que vous pouvez jouer soit à votre phase principale, la phase principale c'est maintenant, soit des cartes que vous pouvez jouer n'importe quand, par exemple pour aller embêter les autres joueurs, soit des cartes que vous allez pouvoir jouer à des moments précis, notamment lors des résolutions de dégâts, d'attaques, d'effets, etc. Hop, je joue pas de cartes, je lance immédiatement mes dés, j'ai droit à 2 relances, tac, 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 il faut que ça corresponde, des symboles, des effets, pardon, j'ai pas fait exprès. Alors, par exemple, on va dire, j'utilise ces 2 dés là, et je fais lumière sacrée. Comme vous le voyez sur mon personnage, il y a différents effets. La plupart des effets vont s'activer en ayant des symboles bien précis, ou alors en faisant des suites, parce que vous voyez sur mes dés, il y a des valeurs, il y a des symboles, voilà. Vous avez aussi, hop là, ça se passe par ici, des fois, un passif. Donc c'est un effet que vous allez pouvoir faire quand vous le souhaitez ou qui se déclenche à des moments précis. Bref, c'est un effet fixe. Et puis ici, un effet de défense. Et ouais, parce que là, du coup, avec mes dés, j'aurais pu attaquer. Alors j'ai fait un truc qui attaque moyennement, mais admettons, j'ai fait un truc qui fait super mal là. Hop là, voilà, genre ça m'a l'air de faire mal. Oui, j'ai triché. Elle est où les petites prières? Elle est là, clac. Je fais une puissante prière. Oui, les puissantes prières, ça fait mal, tout le monde le sait. Et bien là, le moine en face, il pourrait se défendre et donc il va aller jeter les dés de sa case de défense ici. Voilà en gros comment ça fonctionne. Ce qui est cool évidemment, c'est que tous les personnages vont être interchangeables. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs boîtes, si vous voulez faire le barbare versus le paladin, il n'y aura pas de soucis. Et donc, si je dis pas de bêtises, il y a 4 boîtes qui sortiront sur ce premier début d'année, et il y a encore d'autres boîtes qui vont arriver après. Il y a un petit jeu concours, on avait dit qu'on allait en parler là, donc on en parle là, puisque je vous l'ai dit, Alex et moi on a joué ensemble. Actuellement, vous êtes en train de voir, je sais pas trop où est-ce qu'on va mettre ça, mais nous en train de jouer, on s'est filmé le début de partie, on a coupé, et puis on a filmé la fin où on voit qui gagne. Votre but à vous, c'est de trouver qui gagne. Donc dans les commentaires, vous dites concours Dice Throne ou ce que vous voulez pour qu'on sache de quoi vous parlez. Vous dites soit Antoine, soit Alex.
Et la semaine prochaine, parmi les personnes qui auront bien trouvé qui a gagné, on va voter au sort et tirer au sort, ça veut rien dire voter au sort. Vous allez pouvoir gagner cette boîte-ci, donc la boîte numéro 2, Moine versus Paladin. Donc c'est très simple, la semaine prochaine, dans la vidéo, vous aurez la fin de partie, vous verrez qui a gagné, et puis vous saurez si vous allez pouvoir être tiré au sort. Faites des petits mots d'amour, ça vous fera peut-être gagner. Je me suis fait mal au dos. J'enchaîne juste pour vous faire un petit point. Alors oui, puzzle Disney, je l'avais déjà dit, mais monte plus haut. Voilà, on a refait un gros stock de puzzles, tu peux voir là aussi. Voilà, et ça c'est vraiment qu'un petit échantillon de tout ce qu'on a, mais on s'était fait piller à Noël, donc voilà, là on s'est fait plaisir, on a fait une énorme commande de puzzles, avec des petits tapis aussi qui sont revenus, tout ça. Donc le puzzle, c'est cool, on est blindé. Maintenant on revient avec les jeux. Cette petite boîte magnifique et la deuxième extension pour Bataille à Poudlard, le deck building coopératif de 2 à 4 joueurs dans l'univers donc de Harry Potter. C'était un deck building évolutif. On avait déjà eu la boîte de créatures, monstres, etc. là. Oui. Voilà, celle-ci qui entre autres faisait apparaître Luna Lovegood. Et bien ici vous allez avoir Ginny Weasley. Oh. Et oui, la petite cadette des Weasley, l'amoureuse de Harry Potter, la femme... Bon bref. Mais surtout, Luna donnait un nouveau personnage à jouer. Oui. Mais toujours à 4 joueurs maximum. Et bien là, Ginny, elle vient avec son vrai plateau de joueurs indépendant. Tu peux relever un tout petit peu la boîte. Merci, je sais pas les reflets. Pardon. Merci. Donc elle vient avec son plateau indépendant. Donc ça fait un 5e joueur. Enfin, on peut jouer à 5. C'était beaucoup demandé à ce jeu. Et bien c'est possible maintenant. Donc en plus de Ginny avec son pouvoir, ses capacités, etc. et son plateau, on va avoir 4 nouvelles boîtes d'aventure avec des nouvelles mécaniques que je ne vais absolument pas vous spoiler, mais de ce que j'ai vu ça a l'air génial. Vous allez pouvoir crafter, comment on dit créer des objets quoi. Non, oui, faire des potions. D'accord. Concocter des potions. Voilà. Ah oui, ça s'appelle sortilège potions. Exact. Ah bah, magnifique. Voilà. Donc concocter des potions qui vont vous apporter des récompenses ou voilà. On va avoir des rencontres maintenant qui vont, quand vous arrivez à les vaincre, on va dire, à remplir les conditions, vous aurez des bonnes récompenses, donc ça va se rajouter à tout le reste qu'il fallait déjà gérer. Et en plus, maintenant, vous aurez ces petits plateaux qui vont s'agencer pile au-dessus de votre plateau de joueurs et qui, eux, vous diront que si quand vous faites une certaine chose, je sais pas, par exemple, lancer 3 sorts dans votre tour, si vous êtes entre 10 et 8 PV, vous allez avoir un bonus. Ok, d'accord. Et donc du coup ça va vous faire vous soigner ou soigner les autres, pas toujours au même moment parce que vous allez dire zut, parce qu'il va perdre un bonus, si là je le soigne maintenant il sera dans l'autre section et donc il va plus avoir le bonus là. Voilà, donc maintenant soigner c'est plus une question de vie ou de mort, il y a aussi en plus des enjeux de récompense. Donc voilà, ça c'est la grande attente de la grande extension trop bien pour Harry Potter. Hop, et je laisse Antoine, je m'en vais. La gamme Sherlock est de retour, Sherlock Q System, hop, avec ces 3 petites boîtes, on va les mettre par ici. Je n'ai pas lu le nom des boîtes, on va les découvrir ensemble. Il y a la copie, il y a le crime du Sin Mail, et il y a les essais Fabien. Alors c'est une petite gamme de jeux d'enquête que j'apprécie particulièrement. Je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Dans chaque petite boîte, vous avez donc un paquet de cartes tout simplement. Les joueurs vont avoir des cartes en main, il y a une pioche. C'est très simple, on va jouer chacun notre tour. À votre tour, vous choisissez une carte de votre main. Soit vous pensez qu'elle n'a rien à voir avec l'enquête en cours, parce que vous avez une petite introduction qui vous explique l'enquête en cours et quelques éléments. Donc vous estimez qu'elle n'a rien à voir, vous la jetez, vous la mettez dans la défausse, on la verra plus jusqu'à la fin de la partie. Soit vous la mettez sur la table parce que vous pensez qu'elle est importante. Encore mieux, s'il y a des cartes déjà posées, vous allez essayer de la connecter peut-être avec un élément, un personnage, un lieu, un objet déjà existant. Et on va trier les cartes comme ceci. Donc il y a une première phase de tri et on va faire toutes les cartes. Deuxième phase, on va réfléchir ensemble à ce qui s'est passé avec tous les éléments. Donc on s'imagine très bien comme des inspecteurs avec tous les éléments posés comme ça, reliés par des petits fils rouges comme dans les films. Et on va faire notre théorie, nos théories, jusqu'à qu'on soit à peu près d'accord tous ensemble. Et puis dernière étape, il y a une petite enveloppe, on va l'ouvrir, il y a un petit questionnaire à l'intérieur, donc on va répondre aux questions, on va noter nos réponses. Alors c'est très simple, c'est une sorte de QCM, A, B, C, D, plein de petites questions, on va répondre A, B, 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 C, selon notre théorie. Et puis on dévoile et on apprend au final, on découvre le poteau rose de l'enquête. Si vous avez eu raison, c'est tant mieux, vous avez des points bonus, parce qu'en fait vous allez gagner des points selon le nombre de questions que vous avez répondu juste. Donc en général, si vous aviez eu une bonne piste, vous allez faire beaucoup de points.
Il y a toujours des petites questions, vous allez passer à côté parce qu'ils aiment bien glisser des petits pièges, mais c'est toujours très bien ficelé, très bien expliqué, très bien justifié. Et puis ensuite, vous allez perdre des points selon si vous avez, ou gagner des points, ça dépend, suivant si vous avez bien trié ou mal trié vos cartes au début. Parce que bah, si vous avez jeté une carte inutile, vous perdez des points. En plus de ça, bah, si vous avez pris une carte qui servait à rien, si vous avez jeté une carte utile, pardon, vous perdez des points. Si vous avez pris une carte inutile, vous perdez des points aussi. Donc en plus d'avoir des mauvaises pistes, bah, ça vous fait des points négatifs en fin de partie. Et il faudra faire le meilleur score possible, tout simplement. Donc c'est un jeu qui se joue super bien, peu nombreux, voire même en solo. C'est plutôt cool pour un jeu d'enquête aussi. Et puis si vous êtes relativement nombreux, on se répartit les cartes et ça marche aussi super bien. Donc voilà, la nouvelle saison est dispo. Et bah, on va passer derrière le comptoir. Oui. Mais il n'y a personne. Ah. Coucou. Ah, me revoilà et j'ai fait attention à mon dos cette fois. On va continuer avec des petites nouveautés de la gamme de chez Pokémon. Hop, voici nos nouveaux venus. Hop. Voilà, je te laisse. Oh, lui, je lui ai mis la tête en bas. Voilà. Tu lui as mis la tête ou pas? Ou pas. Et cela, c'est Chifour, son Chifour. C'est pas Chifou, c'est Chif. Il est dans un four, peut-être. Mais non, c'est Chifour. Bon, et ça, c'est Tortank. Ça, je le connais. La vieille génération. Tortank. Oui. Bref, voici les dernières sorties de Pokémon. Et une sortie de jeu de société qui était très attendue aussi. Ce sont les petites extensions de Paléo. Ouais. Voilà, donc on a les oiseaux terreurs qu'on avait essayé avec Alex qui sont très très embêtants. Oui, en fait ils sont très méchants, surtout quand on s'attaque aux œufs, tu sais. Ouais. On voit des œufs, on fait c'est pas mal une petite omelette là, et en fait des fois faut mieux pas les prendre. Ok, et le rite d'initiation, par contre, on ne connaît pas encore. Le rite d'initiation, je l'ai récupéré déjà, il est avec moi, mais je ne sais pas encore exactement ce qu'il y a dedans, j'ai pas envie même de vous spoiler. Ouais, bon, voilà, 2 petits modules à rajouter, et un petit retour en stock qui fait toujours plaisir. Oui. Docteur Pilule. Voilà, ça c'était la vidéo de cette semaine, moins chargée que d'habitude. Ouais. Voilà, on souffle un peu. Ça fait plaisir. Et eh bien, j'espère que vous gagnerez la boîte de Dice Throne. Et je vous dis à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.